À peine 10 secondes après avoir tenu en main l'ordonnance de divorce, j'ai immédiatement bloqué les 8 cartes de crédit supplémentaires Platinum de ma belle-mère. Précisément au moment où la famille de mon ex-mari s'apprêtait à finaliser le paiement d'un appartement pour ma belle-sœur. Une notification de la banque les a tous laissés de glace. Sur la vieille table en bois du tribunal judiciaire de Paris, l'ordonnance de divorce a atterri avec un bruit sec, bref et tranchant, comme une gifle frappant en plein visage mes 3 années de jeunesse. J'ai fixé intensément les 3 mots, prononçant le divorce, fraîchement tamponné à l'encre rouge. Le tampon était encore chaud. L'odeur de l'encre n'avait même pas eu le temps de s'évaporer. Pour une raison quelconque, ma tête s'est mise à compter. 1, 2, 3, 10 secondes. En seulement 10 secondes, je n'étais officiellement plus la femme de Louis. L'homme assis en face de moi était encore penché, apposant sa dernière signature. Son écriture m'était si familière que je l'aurais reconnue même les yeux fermés. 3 ans de vie commune. Je le connaissais trop bien. Je connaissais chacune de ses petites habitudes. Chaque ride sur son front, chaque moment de silence. C'était le genre d'homme qui avait des problèmes mais n'osait pas en parler, qui avait des opinions mais n'osait pas contredire. Tout devait se faire selon la volonté de sa mère. Et cette mère, Brigitte, se tenait maintenant derrière Louis. Sa bouche esquissait un sourire qu'elle tentait de dissimuler, mais sans succès. Ce sourire, je le connaissais bien, le sourire d'un gagnant à un grand tirage. Si tu as fini, prends tes affaires et pars. Sa voix, tombant sur ma tête aussi froide que l'eau d'un puits un petit matin, me fit sursauter. Ne perds pas de temps. Vous êtes divorcés maintenant. Ne reste pas là à gâcher le paysage. Je ne l'ai pas regardée. Je n'avais même pas besoin de voir pour savoir quel regard elle me lançait à cet instant précis. Comme si elle chassait un chien errant de son jardin. J'ai ouvert silencieusement mon sac et j'en ai sorti mon téléphone. Louis venait de lever les yeux et me regardait. Ses lèvres ont bougé comme s'il voulait dire quelque chose, mais il a ravalé ses mots. Toujours le même qu'avant, hésitant, faible et incapable de prendre une décision. Rien n'avait changé en 3 ans, voilà. Allez, viens, on y va, dit Brigitte en tirant le bras de Louis. Sa voix était impatiente. Cet après-midi, nous devons finaliser le paiement de l'appartement de Sophie. Nous ne pouvons pas tarder. Sophie, la sœur cadette de Louis, s'est rapidement approchée et a pris le bras de sa mère en souriant gentiment. « Maman, calme-toi. J'ai déjà dit au promoteur que si le virement est fait avant 15 heures, l'appartement nous est réservé. »« Oui, je sais, » dit Brigitte en tapotant son sac à main. « J'ai les 8 cartes avec moi. Ça suffira amplement pour tout payer. » Après avoir dit cela, elle m'a jeté un regard en coin, un regard lourd de sens. J'ai compris. C'était un regard vantard. Pourquoi ne m'avait-elle jamais regardé comme ça pendant toutes ces années où elle vidait mes cartes? L'écran de mon téléphone s'est allumé. J'ai ouvert l'application de ma banque, je me suis connecté avec mon identifiant. Tout n'a pris que quelques secondes. Mon doigt a touché la ligne de texte familière. Titulaire de la carte supplémentaire. Brigitte Dubois. J'ai appuyé et choisi l'option. Bloquer la carte supplémentaire. Confirmé. Pling. Le téléphone a vibré légèrement. Une notification est apparue. La carte supplémentaire a été bloquée. Pendant ce temps, Brigitte fouillait toujours dans son sac. Elle marmonnait pour elle-même. Je me demande quelle carte je vais utiliser. Celle-ci a une limite de 50 000 euros. Je n'ai rien dit. J'ai continué. Deuxième carte. Bloquée. Pling. Troisième carte. Bloquée. Pling. Quatrième carte. Bloquée. Pling. Les bruits de notification suivants semblaient réguliers comme des battements de cœur, mais rendaient l'atmosphère dans la pièce lentement étrange. Louis a commencé à froncer les sourcils. Il m'a regardé, puis sa mère, puis son propre téléphone. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. Mon doigt a continué à bouger. 5e, 6e, 7e. Pling, pling, pling. Quand je suis arrivée à la 8e carte, je me suis arrêtée une seconde, puis j'ai appuyé sur « Confirmer ». Pling. 3 minutes, c'était fait. Brigitte avait maintenant réussi à sortir une carte de crédit Platinum, la tournant et la retournant, puis en sortant une autre. Son expression a commencé à changer. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle a donné la carte à Louis. La carte ne fonctionne pas. Louis l'a prise, l'a examinée, puis a ouvert une application sur son téléphone. Quelques secondes plus tard, son visage est devenu blême. Il s'est tourné vers moi. « Amélie, as-tu bloqué les cartes de maman ?» J'ai levé les yeux. Je l'ai regardé et j'ai souri. Un sourire très fin. « Ce ne sont pas tes cartes, Louis. » J'ai brandi mon téléphone. « Ce sont mes cartes. »
Que je veuille les bloquer ou non, c'est mon droit. Un problème? Brigitte avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Qu'est-ce que tu as dit? Ce sont mes cartes. Je les utilise depuis 3 ans. Les utiliser? Oui, tu l'as fait, dis-je en tournant l'écran du téléphone vers elle. Mais la titulaire de la carte, c'est moi. Pendant ces 3 ans, les 8 cartes de crédit que tu as eues en main étaient à mon nom. Chaque euro que tu as dépensé était mon argent. La pièce est devenue soudainement silencieuse. Sophie, qui se tenait à côté, avait un sourire figé sur le visage. Louis se tenait juste là, comme une statue. Brigitte a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Quelques instants plus tard, c'est Sophie qui a réagi la première. « Tu es folle, Amélie? Maman utilise ces cartes depuis des années. Tu ne peux pas simplement les bloquer comme ça. » Je me suis levée et j'ai fermé mon sac. Si, précisément. Comme ça. Nous sommes divorcés. Moi et ta famille n'avons plus aucune relation. Mes cartes, pourquoi devriez-vous les utiliser? Louis a finalement fait un pas en avant. Sa voix était paniquée. Amélie, ce que tu fais, c'est aller trop loin. Maman a besoin de l'argent pour acheter l'appartement. Ne peux-tu pas lever le blocage? On pourra en parler calmement plus tard. J'ai ri. Pas un rire joyeux, mais un rire amer. En parler plus tard. Encore. Pendant 3 ans. Chaque fois que nous nous disputions, la réponse était toujours plus tard. Chaque fois que ta mère allait trop loin, la réponse était plus tard. Chaque fois que je me sentais sous pression, la réponse était aussi plus tard. Je me suis retournée. « Écoute, Louis, » dis-je en brandissant l'ordonnance de divorce devant son visage. « Regarde ça. À partir d'aujourd'hui, tu suis ton chemin. Et moi le mien. Si tu veux acheter un appartement à ta sœur, si ta mère veut faire du shopping, ça n'a rien à voir avec moi. » Brigitte a soudainement crié. « Personne ingrate. Que mon fils t'épouse a été la plus grande chance de ta vie. Maintenant que vous êtes divorcés, tu veux nous ruiner. Es-tu seulement humaine? » Je l'ai regardée pour la première fois en 3 ans. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Vous ruinez? Qui a ouvert la voie pour votre famille ces 3 dernières années? La maison dans laquelle vous vivez? Qui a remboursé le prêt? La voiture que vous utilisez? Qui l'a payée? La perte commerciale de ton fils de 80 000 euros? Qui l'a couverte? Moi. Tout était moi. Chaque mot était comme un clou qu'on enfonçait. Cet après-midi, nous devons payer 200 000 euros, sinon l'appartement sera perdu, dit Brigitte d'une voix tremblante. Louis est resté silencieux un long moment. Puis il m'a regardé et a posé une question. « Combien veux-tu pour lever le blocage ?» J'ai ri. Cette fois, un vrai rire. « Tu crois que je négocie? Je ne le lèverai pas. Peu importe combien d'argent vous offrez, je ne le lèverai pas. À partir de maintenant. N'espérez pas obtenir un seul centime de moi. » Je me suis retournée. Le claquement de mes talons hauts résonnait sur le sol en marbre. Clac, clac, clac. Chaque pas semblait léger mais ferme. Derrière moi, j'entendais un mélange de jurons, de pleurs et mon nom crié. Mais je ne me suis pas retournée. En sortant par la porte, le soleil a frappé mon visage. Chaud, aussi clair qu'un nouveau départ. Mon téléphone a vibré. La dernière notification. La 8e carte a été bloquée. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant 3 ans, j'avais été assez patiente. Mais ça, ce n'était que le début. Le taxi s'est éloigné, laissant derrière lui les grilles du tribunal. Les pneus de la voiture crissaient doucement contre l'asphalte. Le son n'était pas fort, mais suffisant pour que je sente clairement que je venais de laisser quelque chose derrière moi. Pas une personne, pas une relation, mais tout un chapitre de ma vie que j'avais cru un jour vivre pour toujours. La réalité était que tout s'était terminé avec un morceau de papier et quelques tampons rouges. J'ai appuyé ma tête contre la vitre et j'ai regardé la foule à l'extérieur qui semblait reculer. Des scooters qui se faufilaient, des visages stressés. Tout continuait comme d'habitude. Personne ne savait que dans ce petit taxi, il y avait une femme qui venait de sortir d'un mariage. Venait de couper toutes les amarres qui l'avaient tenue captive pendant 3 ans. Et personne ne savait que dans mon sac, 8 cartes de crédit fraîchement bloquées en 3 minutes avaient officiellement plongé une autre famille dans le chaos. Le téléphone dans le sac vibrait sans arrêt, si fort que tout le sac tremblait. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais déjà qui appelait pour tout l'or du monde. En ce moment, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait m'appeler avec une telle intensité, et une seule personne qui commençait à paniquer en réalisant que la source d'argent habituelle s'était tarie. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le téléphone vibrer 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, puis s'est passé un déluge de messages. Je ne les ai pas ouverts parce que je voulais les lire, mais parce que je voulais voir ce qu'ils diraient quand leur façade de calme ne pourrait plus être maintenue.
Amélie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne plaisante pas. Lève le blocage des cartes. Le paiement doit être fait cet après-midi, tu le sais bien. J'ai fait défiler le message sans répondre. Le message suivant est arrivé rapidement. Cette fois avec un ton différent. Amélie, maman est au bureau de vente maintenant. Les gens attendent. Lève d'abord le blocage, on pourra parler de tous les problèmes plus tard. Parler plus tard encore. J'ai souri d'un sourire fin. Le chauffeur de taxi m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Être se demandait-il pourquoi je souriais toute seule, mais il n'a rien demandé. Il a juste continué à conduire en silence. Cela m'a mise beaucoup plus à l'aise que de devoir répondre à des questions. La voiture a pris l'autoroute. Le soleil m'a fait plisser les yeux. C'est alors qu'un nouveau message est apparu. Amélie, maman pleure ici. Es-tu heureuse de voir ça? J'ai fixé le texte pendant quelques secondes, puis j'ai écrit une réponse. Oui. Un seul mot. Envoyé. Après cela, j'ai bloqué son numéro sans hésitation, sans regret, sans regarder en arrière. Le téléphone est devenu silencieux. L'espace dans la voiture m'a semblé soudain si silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Une respiration légère mais régulière, comme après avoir lâché un lourd fardeau qui avait longtemps pesé sur ma poitrine. « Nouvellement divorcé, hein ?» demanda soudain le chauffeur. Sa voix n'était pas curieuse. Juste une question ordinaire. Je n'ai pas été surprise. Être que n'importe qui me voyant en ce moment pourrait le deviner. « Oui, c'est ça, » dis-je. Il a hoché la tête sans commenter directement. Quelques instants plus tard, il a souri légèrement. « Vous avez l'air plus heureuse que la plupart de ceux qui vont se marier. » Je me suis tournée vers lui et lui ai rendu son sourire. Parce que je suis heureuse, en fait. La voiture a continué. Je lui ai donné l'adresse de l'appartement de ma meilleure amie. Ma voix était si légère, comme si je venais de lâcher un fardeau, mais dans un autre endroit de la ville, l'ambiance était un contraste saisissant. Au bureau de vente d'un projet immobilier de luxe, la climatisation était toujours réglée à un niveau glacial. La lumière blanche et crue se reflétait sur le sol en marbre brillant, projetant les ombres de tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Mais peu importe la froideur de l'air, la sueur coulait abondamment le long du dos de Brigitte. Elle se tenait devant le terminal de paiement. Sa main serrait une carte de crédit Platinum. Sa paume était si humide que la carte a failli lui glisser des mains. Mais ce qui la faisait paniquer, ce n'était pas la sueur, mais le regard de l'employé en face d'elle. Un regard poli mais distant, comme si elle regardait quelqu'un dont le statut venait de passer de « cliente » à « quelqu'un qui ne peut pas payer ». « Je suis désolée, madame, mais la carte ne peut pas être utilisée », dit doucement l'employé. Son sourire professionnel était toujours en place. « Impossible. » Brigitte a frappé la main sur le comptoir. Sa voix s'est élevée. « J'utilise cette carte depuis 3 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Notre système indique que cette carte supplémentaire a été bloquée, madame. » Bloquée? Réessayez. L'employé a réessayé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le résultat était le même. « Je suis désolée, madame. Ça ne fonctionne toujours pas. » Sophie, qui se tenait à côté avec un visage blême, s'est empressée de sortir toutes les cartes du sac de sa mère et de les poser en tas sur le comptoir. Sa voix tremblait. « Essayez-les toutes. S'il vous plaît, elles sont toutes là. » Une par une, les cartes ont été insérées dans la machine. Chaque passage, chaque bip froid, rien ne fonctionnait. L'atmosphère dans la pièce a commencé à changer. D'autres clients qui regardaient les appartements se sont lentement retournés. Leur regard était rempli de curiosité, mêlé d'une once de mépris. Louis se tenait derrière eux, les poings serrés, le visage rouge. Il savait ce qui s'était passé, mais ne savait pas quoi faire. Pour la première fois en 3 ans, il a réalisé que la femme qu'il avait toujours considérée comme devant donner n'était plus dans cette position. « Appelle Amélie. » Sophie a tiré le bras de son frère. Sa voix était presque en pleurs. « Appelle-la. » Louis a sorti son téléphone, a composé le numéro. Pas de réponse. Bloqué. Il a changé pour le téléphone de sa mère. Ça a sonné 1 fois. 2. Puis une réponse. Amélie. Oui? Qu'y a-t-il? La voix de l'autre côté était si calme que Louis en a eu le souffle coupé. Peux-tu s'il te plaît lever le blocage des cartes? Louis parlait vite, comme s'il avait peur que la chance disparaisse s'il était une seconde en retard. Sophie doit payer l'appartement. Il y eut un silence, puis j'ai demandé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Une question légère, mais qui a semblé comme un coup d'épée. Louis est resté silencieux, incapable de répondre, car il savait que la réponse était « rien du tout ». « Amélie, ne fais pas ça. Tu as tellement aidé la famille pendant 3 ans. S'il te plaît, aide-nous juste 1 fois de plus. »
J'ai ri, mais cette fois ma voix était plus froide. 3 ans. C'est justement parce que ça fait 3 ans que j'arrête. Essaye de te demander. Si je n'arrête pas, combien de temps est-ce que ça va continuer? Il y eut un silence à l'autre bout. Seule une respiration se faisait entendre. Je le dis pour la dernière fois. Les 8 cartes sont à moi. Je les ai bloquées et je ne lèverai pas le blocage. Jamais. J'ai raccroché sans attendre qu'ils disent quoi que ce soit de plus. De l'autre côté, Louis se tenait comme figé au milieu du bureau de vente. Le téléphone toujours collé à son oreille. Autour de lui, les regards des gens étaient passés de la curiosité à la compréhension, et le silence qui s'en est suivi a semblé plus effrayant que n'importe quelle moquerie. « Comment ça s'est passé ?» demanda Brigitte en s'approchant de lui. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Louis a baissé le téléphone. Sa voix était rauque. « Elle ne lèvera pas le blocage. Seulement 5 mots. Mais ils ont suffi à faire s'effondrer tout leur monde. » Sophie a éclaté en sanglots incontrôlables. Brigitte s'est affalée, épuisée, sur une chaise et Louis a senti pour la première fois de sa vie qu'il n'était plus un médiateur entre deux parties, mais celui qui avait été laissé pour compte. Et c'est alors qu'il a commencé à comprendre une chose. Certaines choses, une fois perdues, on ne peut pas demander à les ravoir. L'atmosphère au bureau de vente n'était plus seulement tendue, elle était devenue lourde et étouffante. Comme le calme avant la tempête, quand tout est silencieux. Mais tout le monde sait qu'il suffit d'un éclair pour que tout explose. Et le plus effrayant, c'est que l'éclair ne venait pas de l'extérieur, mais des personnes présentes dans la pièce. Louis se tenait toujours au même endroit. L'écran du téléphone dans sa main s'était éteint depuis longtemps. Mais il le tenait toujours dans une prise crispée, comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Son regard n'était plus dirigé vers personne, mais fixé sur le sol en marbre qui reflétait son visage dans une étrange distorsion, si bien qu'il se reconnaissait à peine. Pendant ce temps, Brigitte était assise sur une chaise, le dos appuyé en arrière, les mains posées sur ses genoux, mais ses doigts se serraient et se desserraient alternativement, comme si elle essayait de retenir un tremblement qu'elle ne pouvait cacher. « Ne lèvera pas le blocage? Qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Brigitte était rauque. Le froid habituel avait disparu, remplacé par quelque chose de très palpable. La panique. Louis n'a pas répondu directement, car il ne savait pas lui-même comment l'expliquer. Ou plutôt, il ne voulait pas admettre ce qu'il venait d'entendre. Qu'à partir de maintenant, la femme qui avait soutenu toute sa famille ne le ferait plus. Non pas parce que l'argent était épuisé, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas le faire. Elle a dit qu'elle ne le lèvera pas, dit finalement Louis. Sa voix était si basse que si la pièce n'avait pas été silencieuse, personne ne l'aurait pu être entendu. Sophie, qui se tenait à côté de lui avec des yeux rouges et du mascara qui avait coulé, a attrapé le bras de Louis. Sa voix tremblait. « Louis, redis-le. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle doit plaisanter, non ?» Louis a secoué la tête. Un secouement de tête très lent, mais il a suffi à faire perdre toute sa force à Sophie. Elle a lâché prise, a fait un pas en arrière et s'est affalée sur une chaise. Les larmes ont continué à couler sans retenue car elle savait que ce n'était pas une blague de son ancienne belle-sœur. C'était la première fois de sa vie que cette personne disait vraiment non. Impossible. C'est impossible, murmura Sophie. Son regard était vide. Elle n'a jamais été comme ça avant. Elle a toujours aidé. Une phrase très honnête, très naïve, mais c'est précisément celle-ci qui a poussé plusieurs personnes autour d'eux à échanger des regards. Car dans cette phrase, il n'y avait pas une once de gratitude, seulement l'hypothèse que les autres étaient obligés d'aider, de donner, de porter, comme si c'était un devoir évident. L'employé au comptoir a conservé son sourire professionnel, mais son regard a commencé à changer. Plus seulement poli, mais avec un soupçon d'observation, de jugement et l'attente de voir comment ce drame allait se terminer. « Je suis désolée, madame. Si vous ne pouvez pas effectuer le paiement, nous ne pouvons réserver l'unité que jusqu'à 17 heures. Cet après-midi, dit-elle doucement, mais chaque mot était clair. Après cela, nous le remettrons en vente pour d'autres clients. » Cette phrase était comme un léger rappel, mais elle a frappé Brigitte en plein dans son point le plus faible en ce moment. Elle s'est levée brusquement. Sa voix s'est élevée. « Tenir quoi? Je vous ai dit que le paiement arrivera cet après-midi. »« C'est vrai, madame. Mais nous ne pouvons confirmer que lorsque les fonds seront arrivés sur le compte de l'entreprise. » La réponse était toujours polie, mais sans compromis. Brigitte s'est tournée vers Louis. Ses yeux étaient rouges. « Appelle-la encore. Dis-lui de lever le blocage. Dis qu'elle peut avoir autant d'argent qu'elle veut. Je lui donnerai. » Louis se tenait silencieux et immobile. Non pas parce qu'il ne voulait pas appeler, mais parce qu'il savait que ce serait inutile. Mais sous le regard de sa mère et de sa sœur,
Il a quand même levé le téléphone, même s'il savait au fond de lui que cet appel n'était pas pour résoudre le problème, mais seulement pour prolonger un mince espoir. Il a ouvert la liste de contacts, a fixé le nom Amélie, un nom qu'il avait été si habitué à dire, si habitué à se fier pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, le nom lui semblait si étranger qu'il lui a fallu quelques secondes pour oser appuyer dessus. L'appel a été établi, mais cette fois, il n'y avait pas le même calme qu'auparavant. « Tu appelles encore ? Pourquoi ?» Ma voix ne s'est pas fait entendre fort ni réprimandante, mais suffisamment pour lui couper le souffle. Amélie, écoute. Louis ? Ne m'interromps pas. C'est toi qui dois écouter. Il y eut un silence, mais un silence lourd. Tu veux que je lève le blocage des cartes, n'est-ce pas ? Louis n'a pas répondu, mais sa respiration était une réponse en soi. Alors je te pose une question. Pendant ces 3 ans, ai-je jamais dit non ? Louis est resté silencieux. Jamais. Ta mère voulait acheter n'importe quoi. Je payais. Ta sœur faisait du shopping pour n'importe quoi. Je ne demandais jamais. Tu as perdu de l'argent en affaires. Je l'ai couvert. Ma voix était égale, ni rapide ni lente, mais chaque mot était limpide. Réponds-moi maintenant. N'ai-je pas le droit de dire non une seule fois ? Louis se tenait comme figé, car à cette question il n'avait pas de réponse. À partir de maintenant, prenez soin de vous. J'ai raccroché directement. Je ne lui ai donné aucune chance de parler plus, aucune chance d'expliquer, aucune chance de supplier. De l'autre côté, Louis tenait toujours le téléphone. Mais cette fois, sa main a vraiment commencé à trembler. Non pas de colère, mais parce qu'il a réalisé pour la première fois que la femme qu'il pensait être toujours là était vraiment partie. « Comment ça s'est passé ?» demanda à nouveau Brigitte, cette fois plus insistante. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Louis a baissé le téléphone, a regardé sa mère et sa sœur, puis a prononcé une phrase qu'il ne pensait pas lui-même sortir de sa bouche. Elle ne nous doit rien. Non pas qu'elle ne voulait pas lever le blocage ou qu'elle refusait, mais qu'elle ne nous devait rien. Cette phrase a stupéfié Brigitte, comme si quelqu'un avait pour la première fois prononcé la vérité qu'elle avait délibérément ignorée. « Qu'as-tu dit ?» Ses yeux se sont écarquillés. « Ne nous doit rien. Pendant 3 ans, elle a mangé chez nous, utilisé nos affaires. » Louis a ri. Un rire très étrange. Ni joyeux ni amer, mais comme le rire de quelqu'un qui vient de réaliser quelque chose de bien trop tard. « Notre maison ?» a-t-il répété. « Quelle maison ?» Maman. Qui est le propriétaire de cet appartement ? Te souviens-tu encore qui possède la voiture que tu utilises tous les jours ? Les 8 cartes de crédit que tu as, qui les voit ? Pour chaque question, sa voix devenait plus profonde. Pas plus forte, mais suffisamment pour que celui qui écoutait ne puisse l'éviter. Brigitte a ouvert la bouche mais n'a pas pu sortir un mot. Sophie était également silencieuse, pour la première fois depuis des années. Personne ne contredisait, car la réponse était bien trop évidente. Il n'était pas nécessaire de la dire, de l'expliquer. Il suffisait de se taire pour comprendre. Le personnel du comptoir a jeté un coup d'œil à l'horloge, puis a rappelé poliment à nouveau. « Je suis désolée, il est presque 5 heures. Il vous reste environ 1 heure. 1 heure ? Juste 1 heure. » Mais pour les 3, ce n'était plus du temps. C'était un vide impossible à combler. Sophie a couvert son visage et a pleuré. Brigitte s'est affalée, épuisée, et Louis a regardé pour la première fois de sa vie sa mère ou sa sœur. Il a regardé droit devant lui, à l'endroit vide devant lui, là où il y avait auparavant toujours quelqu'un qui avait silencieusement tout porté. Mais maintenant, la place était vide, et c'est alors qu'il a compris que tous les adieux ne sont pas bruyants. Certaines personnes peuvent tout faire s'effondrer simplement en lâchant prise. Le temps au bureau de vente semblait s'écouler incroyablement lentement, comme si chaque minute, chaque seconde était délibérément prolongée pour que l'on puisse sentir plus clairement l'impasse qui les avait enveloppés. Et pour Louis, Brigitte et Sophie, il semblait que chaque fois que l'aiguille de l'horloge bougeait, c'était comme un coup de couteau qui s'enfonçait plus profondément dans la panique croissante. Car il n'avait pas seulement perdu un appartement. Il commençait lentement à réaliser qu'un pilier qu'il pensait ne jamais vaciller avait vraiment disparu. Sophie était toujours assise, le visage dans les mains. Ses sanglots étaient coincés dans sa gorge. Ses épaules tremblaient violemment. Mais ce qui était étrange, c'est que personne dans la pièce ne s'est approché pour la réconforter. Car maintenant, les regards de tout le monde avaient changé. Plus seulement curieux, mais observateurs, jugeurs, compréhensifs et même avec un soupçon de rejet. Brigitte, qui était assise à côté d'elle, ne criait plus. Elle était devenue silencieuse d'une manière effrayante. Son regard était fixé sur le sol, comme si elle essayait de trouver une issue dans le motif froid du marbre. Mais plus elle cherchait, plus elle réalisait qu'il n'y avait pas d'issue. Car depuis le début,
Elle n'avait jamais pensé qu'elle devrait s'occuper d'elle-même. Ça ne peut pas continuer comme ça, murmura-t-elle. Sa voix était rauque. On ne peut pas laisser cette femme faire ce qu'elle veut. Louis, qui se tenait à proximité, l'a entendu mais n'a pas commenté car il ne savait pas lui-même comment réagir. D'un côté, il y avait la vérité qu'il venait de réaliser. De l'autre côté, il y avait l'habitude profondément enracinée de toujours défendre sa mère. « Appelle-la encore », dit Brigitte en levant soudainement les yeux. Ses yeux étaient rouges. « Dis-lui de venir ici. Parlez face à face. » Louis a froncé les sourcils. « Venir ici. Pourquoi faire, maman ?» Qu'elle voie la situation. Alors son cœur s'adoucira. La voix de Brigitte est devenue plus convaincue, comme si elle venait de trouver une solution. Cette femme, je la comprends. En apparence, elle semble dure, mais elle a un cœur tendre. Dès qu'elle verra sa belle-sœur pleurer, qu'elle verra sa belle-mère souffrir, elle cédera définitivement. Un argument très familier. Une façon de penser qu'elle avait utilisée pendant 3 ans et qui avait toujours fonctionné. Mais cette fois, Louis n'était plus sûr. Il est resté silencieux quelques secondes, mais a quand même levé le téléphone. Car dans cette situation, il n'avait pas d'autre choix. Il a ouvert la liste de blocage, a débloqué mon numéro, puis a appelé. Ça a sonné 1 fois, 2, plus longtemps que d'habitude. Puis une réponse. « Qu'y a-t-il » Ma voix s'est fait entendre. Pas du tout surprise, comme si je m'attendais déjà à cet appel. Louis a pris une profonde inspiration et a essayé de garder sa voix calme. « Amélie, peux-tu s'il te plaît venir au bureau de vente un instant ?» Je n'ai pas répondu directement. Il y a eu un silence, mais suffisant pour le mettre sous pression. « Pourquoi ?»« Je veux te parler en face. Maman et Sophie sont aussi là. » J'ai ri un petit rire. Un rire qui n'était pas fort mais clair. « Tu crois que j'ai encore quelque chose à dire à ta famille ?» Louis a serré le téléphone. « Juste cette fois. Je t'en prie. » Ces 2 mots, « je t'en prie », venaient d'être prononcés. Louis lui-même s'est senti bizarre car pendant 3 ans, il n'avait jamais eu besoin de les utiliser avec moi. Il y a eu un silence au téléphone pendant quelques secondes, puis j'ai dit « D'accord, l'adresse ?» Louis l'a rapidement lu. Je n'ai rien dit de plus et j'ai raccroché directement. Il est resté là, pétrifié un instant, puis s'est tourné vers sa mère. Elle vient. Brigitte a poussé un soupir de soulagement, comme si elle venait de s'accrocher à une bouée de sauvetage. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit ? Tant qu'on se voit en face, tout s'arrangera. Mais aucun des 3 ne savait que ma décision de venir n'était pas pour faire un compromis, mais pour en finir. Environ 20 minutes plus tard, la porte vitrée du bureau de vente s'est ouverte. Le bruit des talons hauts s'est fait entendre régulièrement sur le sol en marbre. Pas rapide, pas pressé. Chaque pas était ferme. Je suis entrée, vêtue d'un blazer beige. Mes cheveux pendaient soigneusement dans mon dos. Mon visage était si calme que les gens dans la pièce se sont tus par réflexe. Car ce calme n'était pas de la faiblesse, mais le genre de confiance en soi que seule possède celle qui a tout terminé. Le regard de Brigitte s'est immédiatement fixé sur moi. Sophie a également levé les yeux. Ses larmes n'avaient pas séché. Louis se tenait là et me regardait, mais n'a pas fait un pas en avant. Je ne l'ai pas regardé en premier. Je suis allée directement au comptoir. J'ai posé mon sac et j'ai fait un signe de tête au personnel. « Bonjour ?» Ma voix était légère et polie, comme celle d'une cliente ordinaire. Le personnel a fait un signe de tête en retour, un peu surpris de mon comportement. Ce n'est qu'ensuite que je me suis retournée et que je les ai affrontés tous les 3. Mon regard s'est arrêté un court instant. Pas plus. Qu'est-ce que vous vouliez qui vous a poussé à m'appeler ici ? Brigitte s'est immédiatement levée et s'est approchée. Son ton a changé et est devenu doux, très doux, à tel point que si cela s'était produit il y a 3 ans, je l'aurais être cru. « Amélie, tu es venue. Assieds-toi, mon enfant. » Je n'ai pas besoin de m'asseoir. « Qu'y a-t-il » Dites-le simplement. Brigitte est restée interdite un instant, mais a quand même continué. « Je sais que j'ai être été dure avec toi avant, mais c'était tout parce que j'étais inquiète pour la famille. Maintenant, Sophie a vraiment besoin de cet appartement. Aide ta belle-sœur juste cette fois-ci. D'accord ?» Sa voix tremblait, semblait très convaincante, mais je l'ai juste regardée sans réagir. Louis, qui se tenait à côté, a également pris la parole. « Amélie, je sais que tu es en colère, mais il s'agit du logement de ma sœur. Aide cette fois-ci. Je promets. » « Promettre quoi ?» l'ai-je interrompu. Pas d'une voix forte, mais clairement. Louis s'est tu, incapable de répondre car il ne savait pas lui-même ce qu'il devait promettre. Je me suis tournée vers Sophie qui pleurait avec un regard plein d'espoir. « S'il te plaît, Amélie,
Aide-moi juste cette fois-ci. Je promets que je ne te dérangerai plus après ça. Une phrase familière. Bien trop familière. J'ai pris une lente inspiration. Puis j'ai ouvert mon sac, j'en ai sorti une liasse de papier et je les ai posés sur le comptoir. Avant de parler d'aider ou non, parlons d'abord de ça. Brigitte a froncé les sourcils. Quels sont ces papiers? Ces 3 dernières années? Dis-je d'une voix égale. Le détail des dépenses que vous et la sœur de Louis avez faites sur mes cartes. J'ai tourné la première page. 3 800 € pour une veste de marque, 1 200 € pour des soins au spa, 5 000 € pour un voyage à l'année, 10 000 € pour des vacances. Chaque chiffre, chaque poste a été mentionné clairement. Pas un euro ne manquait. À chaque fois que je parlais, l'expression de Brigitte changeait un peu. Sophie a lentement arrêté de pleurer. Louis se tenait juste là, comme figé. Au total, dis-je en posant la main sur la dernière page, 583 000 €. Personne n'a parlé, car personne ne pouvait le nier. Où, balbutia Brigitte, d'où as-tu eu tout ça? Je n'ai pas eu besoin de le chercher, dis-je en la regardant droit dans les yeux. L'argent venait de mon compte. Bien sûr, j'ai le droit de savoir. Il y eut un silence, puis j'ai continué. Et maintenant, vous voulez que je vous aide avec 200 000 € de plus pour acheter un appartement. Je vous pose une question. Je les ai regardés un par un, lentement. À quel titre le demandez-vous? Personne n'a répondu. Personne n'a osé croiser mon regard. Toute la pièce était d'un silence de mort. Seul le bruit de la climatisation et des battements de cœur clair se faisait entendre. J'ai repris la liasse de papier, je l'ai mise dans mon sac et je les ai regardés une dernière fois. En 3 ans, j'en ai fait assez. Le reste, vous vous en occuperez vous-même. Je me suis retournée et je suis partie. Je ne me suis pas arrêtée, je ne me suis pas retournée. Et cette fois, personne ne m'a appelée. La porte vitrée derrière moi s'est fermée très lentement, presque sans bruit. Mais pour ceux qui sont restés là, cela a sonné comme un point final, clair, ferme et irrévocable. Car dès que mon ombre a disparu de leur vue, l'atmosphère au bureau de vente est immédiatement tombée dans un silence étouffant. Pas un silence apaisant, mais un silence où tout le monde pouvait sentir que tout venait de s'effondrer sous leurs yeux. C'est juste que personne n'était encore assez courageux pour le dire. Louis était toujours là. Ses mains pendaient mollement le long de ses côtés, son regard fixé sur la porte qui s'était fermée. Comme s'il ne pouvait toujours pas croire à ce moment que j'étais vraiment partie sans regarder en arrière, sans m'adoucir, sans laisser la moindre fissure pour qu'il puisse s'y engouffrer comme d'habitude. Pendant ce temps, Brigitte se tenait comme figée au milieu de la pièce. Son visage était passé du rouge au blême et du blême au gris. Ses lèvres étaient fermement pincées, comme si elle ravalait une colère qui venait d'exploser mais ne trouvait aucune issue. Et Sophie, elle était toujours assise là, mais ses larmes avaient cessé de couler. Non pas parce qu'elle s'était calmée, mais parce qu'elle commençait à comprendre que pleurer en ce moment ne changerait rien. L'employé au comptoir a poliment détourné le regard de la foule, puis s'est raclé la gorge doucement. Sa voix était toujours professionnelle, mais maintenant avec un ton de fermeté de quelqu'un qui était habitué à de telles situations. Je suis désolée, mais comme nous n'avons toujours pas reçu de paiement, je voudrais vous rappeler que l'unité n'est réservée que jusqu'à 17h cet après-midi. Une phrase très légère, mais qui a semblé comme le dernier coup de couteau. Brigitte s'est retournée brusquement. Ses yeux semblaient brûler. « Vous ne voyez pas que j'essaie? Je vous ai dit que je paierais. » L'employé n'a pas reculé, mais a maintenu une distance polie. Sa voix était calme. « Je comprends, madame. Mais nous avons besoin d'une confirmation que les fonds sont arrivés sur le compte pour pouvoir réserver l'unité plus longtemps. Veuillez comprendre. » Les 2 mots « veuillez comprendre » ont suivi. Léger mais froid. Pas une excuse, mais un rappel que les règles sont les règles. Pas d'exception. Sophie s'est soudain levée. Sa voix était étouffée. « Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» dit quelque chose. Brigitte n'a pas répondu directement. Elle s'est tournée vers Louis. Son regard était plein de pression. « Appelle-la encore. Dis-lui de revenir. Dis-lui juste de lever le blocage. Je n'ai besoin d'aucune autre aide. » Louis n'a pas bougé. 1 seconde. 2 secondes. Puis il a secoué la tête. Un secouement de tête très lent mais ferme. « Ça ne marchera pas, maman. » Sa voix était rauque. « Elle ne reviendra pas. » Brigitte ne semblait pas croire ce qu'elle entendait. « Qu'as-tu dit? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dis que tu ne rappelleras pas ?» Louise a levé les yeux. Pour la première fois, il a regardé sa mère droit dans les yeux. Son regard n'évitait plus. N'hésitait plus. « Ça suffit, maman. 2 mots.
léger mais lourd. Toute la pièce est devenue silencieuse. Sophie a également été stupéfaite. Brigitte a regardé fixement. Assez de quoi? De quoi parles-tu? Louis a pris une profonde inspiration, comme s'il l'avait retenue trop longtemps. Quand elle est sortie, sa voix n'était plus normale. 3 ans, maman. Ça ne suffit pas? Combien de plus veux-tu prendre d'elle? À chaque mot prononcé, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Brigitte s'est figée, comme si elle ne pouvait pas croire que son fils dirait quelque chose comme ça. Tu la défends? As-tu oublié qui elle est? As-tu oublié qu'elle a mangé et vécu chez nous pendant 3 ans? Louis a ri. Un rire très bas, mais rempli de lassitude. Manger chez nous, a-t-il répété. Quelle maison, maman? Qui est le propriétaire de cet appartement? À qui sont les prêts? À qui est la voiture que tu utilises? Au nom de qui sont les cartes de crédit que tu as? Chaque question, cette fois, n'a plus été prononcée à voix basse mais clairement et à la suite. Sans pause, sans faux fuyant. Brigitte a ouvert la bouche mais n'a pas pu sortir un mot. Sophie a regardé son frère. Ses yeux étaient remplis de choc et de peur, comme si elle voyait pour la première fois une autre facette de lui. « Louis? Louis? Qu'y a-t-il » trembla Sophie. « Pourquoi parles-tu comme ça » Louis ne l'a pas regardé. A seulement dit « Je ne dis que la vérité ». Une phrase qui a tout fait taire. L'employé au comptoir a jeté un coup d'œil à l'horloge, puis a de nouveau parlé. Cette fois sans détour. « Je suis désolé. Il est maintenant 17h45. Il reste 15 minutes pour garder l'unité. Veuillez prendre une décision rapidement. 15 minutes. Un chiffre concret. Mais pour les 3 en ce moment, c'était une distance impossible à franchir. Sophie a soudain recommencé à pleurer. Cette fois, sans retenue. Elle s'est approchée et a tiré le bras de Louis. « Louis, fais quelque chose. Tu es mon frère. Tu ne peux pas me laisser perdre cet appartement. » Louis se tenait silencieux, ne lâchant pas sa main. « Aide-moi. Louis, je ne veux pas le perdre. » La voix de Sophie s'est brisée, mais Louis l'a juste regardée et a ensuite dit très lentement « Je ne peux pas t'aider. Non pas que je ne veuille pas, mais parce que je ne peux pas. » Pour la première fois, il a compris qu'il n'avait jamais eu cette capacité. C'est juste qu'avant, il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait pour lui. Brigitte a explosé à ce moment-là. Elle s'est levée brusquement. Sa voix était perçante. « Tu ne peux pas aider. Emprunte alors. Où sont tes amis? Où sont tes contacts? Tu es un homme. Ne peux-tu pas t'occuper de ta propre sœur ?» Louis a serré les poings. Ses ongles se sont enfoncés dans ses paumes. Douloureux, mais pas aussi douloureux que ce qu'il venait d'entendre. « J'ai déjà appelé, dit-il. Personne ne veut prêter. » Une phrase honnête, sans rien cacher, sans défense. Brigitte s'est figée. Sophie était également silencieuse. Non pas parce qu'elle ne voulait pas parler, mais parce qu'elle ne savait plus quoi dire. Car à ce stade, elles ont réalisé que le monde ne fonctionnait pas comme elles l'avaient imaginé. Ce n'était pas toujours qu'on obtenait ce dont on avait besoin. Pas toujours qu'on obtenait ce qu'on demandait. Tout le monde ne porterait pas leur fardeau comme quelque chose d'évident. L'employé s'est approché poliment et a repris le dossier du comptoir. Sa voix était toujours polie, mais il n'y avait plus d'attente. « Je suis désolé. Comme vous n'avez pas effectué le paiement à temps, nous remettons maintenant cette unité en vente. » Une phrase légère qui a semblé comme le dernier clou dans le cercueil. Sophie se tenait comme figée. Brigitte s'est affalée, épuisée, sur la chaise et Louis. Il n'a pas réagi. Il est resté là et a tout regardé, comme s'il regardait une pièce de théâtre où, pour la première fois, il n'était plus un spectateur en coulisses, mais un acteur traîné sur le devant de la scène. Sans réplique, sans scénario, juste la vérité nue. Et c'est alors qu'il a compris que la perte de cet appartement n'était pas la fin, mais le début. Le début de devoir se débrouiller seul. Sans personne pour le soutenir, sans personne pour donner, sans personne pour être patient. Juste lui-même. La voiture de Louis a quitté le bureau de vente alors que l'après-midi touchait à sa fin. Le soleil n'était plus aveuglant, mais s'était transformé en une couleur blême qui allongeait les ombres sur l'asphalte. Mais à l'intérieur de la voiture, il n'y avait pas la moindre chaleur, seulement une atmosphère lourde et étouffante, comme s'il venait de vivre une tempête sans préparation. Et le plus effrayant n'était pas la perte de l'appartement, mais le sentiment de vide lorsqu'il n'avait plus rien sur quoi se reposer pour la première fois. Brigitte était assise sur la banquette arrière, les bras croisés sur sa poitrine, le visage figé, le regard par la fenêtre mais ne voyant en fait rien, comme si sa tête rejouait constamment ce qui venait de se passer. Chaque mot que j'avais dit, chaque regard des gens autour, chaque moment où elle s'était sentie comme mise à nu en public. Pendant ce temps, Sophie était assise à côté d'elle.
le dos appuyé contre la portière, les yeux gonflés et rouges. Du mascara qui avait coulé. Les cheveux en désordre après avoir pleuré et s'être ébouriffés. De temps en temps, elle prenait une profonde inspiration pour retenir les sanglots qui ne voulaient jamais cesser. Et Louis, il était au volant. Les deux mains dessus, mais n'a pas démarré le moteur immédiatement car il savait que dès que la voiture commencerait à rouler, il ferait face à quelque chose d'encore plus inconfortable que le bureau de vente. Les regards des gens de leur quartier. Conduis alors. Tu restes encore là? Pourquoi faire? Brigitte a finalement parlé. Son ton n'était pas élevé, mais rempli d'irritation, comme si elle déchargeait sa colère sur le silence de son fils. Louis n'a pas répondu. Il a juste démarré le moteur en silence. La voiture s'est mise en route lentement. Personne n'a plus parlé. C'est précisément ce silence qui a rendu tout encore plus lourd, car dans l'esprit de chacun, il y avait des pensées différentes. Mais personne ne voulait les exprimer. Personne ne voulait admettre que tout avait changé. La voiture a traversé quelques rues familières, des stands de nourriture, des piétons, le bruit des klaxons. Tout était normal. Mais pour les trois dans la voiture, il semblait que le monde avait légèrement changé. Plus le même qu'avant. Quand la voiture a tourné dans la rue menant à l'immeuble où il vivait, Louis a commencé à sentir son cœur battre plus vite, non pas de fatigue, mais parce qu'il savait que dès que la voiture s'arrêterait devant la porte, les regards familiers apparaîtraient, les voisins qui se saluaient habituellement ne seraient pas les mêmes aujourd'hui. Et en effet, dès que la voiture s'est arrêtée devant le bâtiment, un groupe de personnes s'était déjà rassemblé. Pas une grande foule, mais un petit groupe suffisant pour former un cercle. Chacun avec son style. Quelqu'un avec les mains sur les hanches, quelqu'un avec les bras croisés, quelqu'un qui tenait un téléphone, quelqu'un appuyé contre un vélo. Mais tous avaient une chose en commun. Leur regard était fixé sur leur voiture. La portière de la voiture s'est ouverte. Brigitte est sortie la première. Avant qu'elle ne se redresse, une voix familière s'est fait entendre sur le côté. Pas du tout chuchotée. « Regardez, Brigitte est de retour. » Celle qui parlait était Annick, du dessous, connue pour connaître tous les potins de l'immeuble. Sa voix était toujours forte, suffisante pour être entendue sur tout un étage. « J'ai entendu dire que vous étiez en train de finaliser le divorce aujourd'hui. » La question a été posée de manière décontractée, mais le contenu était tout sauf léger. Brigitte est restée silencieuse un instant, puis a rapidement affiché un visage normal. « Ce ne sont que des affaires de famille. Rien à dire, rien à dire. » Une autre voix s'est fait entendre. Laurent, de l'appartement d'en face, avec un journal à la main, a plissé les yeux. « J'ai entendu dire que c'était cette Amélie qui vous a tous entretenus pendant 3 ans. Maintenant qu'elle est partie, vous devez avoir du mal. » Quoi? Cette phrase venait à peine de se terminer que l'atmosphère a immédiatement changé. Plus de formules de politesse, mais des pics acérés. Sophie, qui venait de sortir de la voiture, a immédiatement rougi. Elle a baissé les yeux, n'osant regarder personne, et est rapidement entrée dans l'immeuble comme si elle voulait s'enfuir. Mais les regards l'ont suivie comme de petites aiguilles acérées qui piquaient à chaque pas. Brigitte s'est retournée. Sa voix a commencé à s'élever. « Qui a dit ça? Ne dites pas de bêtises. Les affaires de ma belle-fille sont une affaire privée. Les étrangers n'ont pas à s'en mêler. » Mais c'est précisément cette phrase qui a fait sourire quelques personnes d'un sourire fin. Pas un large sourire, mais un sourire de connivence. Qui dans tout l'immeuble ne le sait pas? Annick a haussé les épaules. Une de mes connaissances travaille au tribunal. Elle a vu toute la scène. Amélie a bloqué 8 cartes sur place. Vous ne pouviez que rester là et regarder. J'ai entendu dire que c'était vraiment dommage pour vous. Le mot « dommage » a été prononcé avec insistance. Et il était clair pour qui c'était dommage. Mais tout le monde a compris. Brigitte n'en pouvait plus. Sa voix est devenue perçante. « Qu'as-tu dit? Dommage pourquoi? » C'était ma belle-fille. Elle avait une responsabilité. Une responsabilité? Une autre voix s'est fait entendre. Cette fois d'Eva, qui était habituellement silencieuse mais qui parlait toujours sans détour, la responsabilité de subvenir aux besoins de toute la famille de son mari pendant 3 ans, ou la responsabilité de donner tout son argent à sa belle-mère pour faire du shopping? Essaye de répondre à ça. Si ça avait été ta propre fille, l'aurais-tu accepté? La question était comme un coup de poing dans le ventre, direct, sans détour. Brigitte se tenait comme figée, incapable de répondre pour la première fois. Quelqu'un l'avait placée dans la position opposée. Celui qui venait de sortir de la voiture a vu la scène devant lui avec un mélange de honte et il voulait dire quelque chose. Expliquer, arrêter tous les potins. Mais quand il a ouvert la bouche, il a réalisé qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire.
car ce dont il parlait était la vérité. « Hé, entrez maintenant !» dit un homme plus âgé en élevant la voix. Sa voix était plus calme. « Les problèmes de famille, on les résout soi-même. Ce n'est pas bien d'en parler comme ça dehors. » Mais même si ses paroles semblaient vouloir calmer l'atmosphère, les regards des autres n'ont pas changé. Ils ont continué à observer chaque pas que les trois faisaient en entrant dans le bâtiment, comme s'ils regardaient une pièce de théâtre dont ils avaient déjà entendu parler, qu'ils avaient déjà deviné. Et maintenant, ils voyaient la vie de leurs propres yeux. La porte de l'ascenseur s'est fermée. L'espace exigu est devenu silencieux, seul le bruit du moteur qui ronronnait. Sophie se tenait dans un coin, face au mur. Brigitte se tenait le dos droit, mais ses mains étaient fermement serrées. Louis se tenait au milieu et regardait le panneau numérique qui changeait d'étage. Un par un, lentement mais sûrement. Et à ce moment-là, il a réalisé que ce qui s'était passé au bureau de vente n'était pas la fin, ce n'était que le début. Car perdre de l'argent, on peut être le regagner. Mais perdre la face, ce n'est pas facile de la retrouver. La porte de l'ascenseur s'est ouverte au 3e étage. Un très faible pling, mais suffisant pour faire sursauter les trois. Comme si ce n'était pas seulement une indication de l'ordre, mais un signal qu'il venait d'entrer officiellement dans un espace familier mais plus paisible. Et dès que la porte a glissé sur le côté, le long couloir avec sa faible lumière jaune est apparu. En même temps, des regards qui attendaient depuis Dieu sait combien de temps. Il n'y avait pas besoin de deviner. Ils savaient que la nouvelle les avait précédés. Annick, Laurent, Eva, ceux qui se tenaient juste en bas, sont maintenant apparus dans le couloir, comme si une histoire suffisamment intéressante rendait la distance entre les étages insignifiante. Et ce qui le rendait inconfortable, ce n'était pas leur présence, mais la façon dont ils se tenaient. Pas entassés, pas bruyants, juste regardant silencieusement. C'est précisément ce silence qui a rendu tout beaucoup plus lourd. Brigitte est sortie la première, essayant de garder le dos droit, le visage normal, comme si rien ne s'était passé. Mais ses pas n'étaient plus aussi fermes qu'avant. Chaque pas était un peu plus lent, comme si une force invisible la retenait. Sophie la suivait, la tête si profondément baissée qu'elle voyait à peine le chemin. Ses mains serraient le col de son pull et Louis marchait en dernier. Son regard a rapidement balayé tout le monde, puis a rapidement évité le contact, car il ne supportait pas de croiser ses regards. De retour à la maison, a-t-on entendu la voix de Laurent, pas forte, mais claire, assez pour être entendue dans tout le couloir. On a tout entendu ce qui s'est dit en bas. Personne n'a répondu. Non pas parce qu'ils n'ont pas entendu, mais parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre. Cette Amélie est plutôt coriace. Annick a ajouté. Son ton était à moitié élogieux, à moitié sarcastique. Bloquer 8 cartes d'un coup. Tu ne t'y attendais probablement pas. Brigitte. Brigitte s'est arrêtée, s'est retournée. Ses yeux ne pouvaient plus cacher l'irritation. Vous avez fini de parler maintenant? Sa voix était rauque, mais elle essayait toujours de l'élever. Mes affaires de famille, les étrangers n'ont pas à s'en mêler. Eva, qui s'appuyait contre le mur, l'a regardé un instant, puis a dit lentement mais fermement « Tu dis que nous ne devons pas nous mêler de tes affaires de famille. Mais en bas, tu as dit qu'Amélie était ingrate. On ne pouvait pas supporter d'entendre ça. » Une phrase, pas forte mais ferme. Le couloir est devenu silencieux un instant. Sophie a doucement tiré le bras de sa mère. Maman laisse tomber, mais Brigitte a repoussé sa main, comme si la colère avait atteint son point d'ébullition. Si ce n'est pas ingrat, qu'est-ce que c'est alors? Elle a épousé mon fils, a mangé et vécu chez moi pendant 3 ans. Maintenant elle nous ruine. Si ce n'est pas ingrat, comment appelle-t-on ça? Cette fois personne n'a ri, personne n'a interrompu. Il y a eu juste un silence très clair. Puis Laurent a fait un pas en avant, s'appuyant sur un manche à balai, et a regardé Brigitte droit dans les yeux. Brigitte, je te le demande honnêtement maintenant. Pendant ces 3 ans, qu'est-ce qu'elle a mangé qui venait de toi? Une question très simple, mais qui a fait taire Brigitte. L'appartement dans lequel vous vivez. Au nom de qui est-il? La voiture que vous utilisez? L'argent de qui? Les frais de subsistance mensuels? Qui les a payés? Pour chaque question, la voix de Laurent ne s'est pas élevée. Mais chaque mot a été placé avec une grande fermeté, ne laissant aucune possibilité à celui qui écoutait d'éviter. Brigitte a ouvert la bouche mais n'a pas pu sortir un mot. Sophie se tenait à côté d'elle avec un visage blême et Louis, il était là. Cette fois, il n'a pas évité le regard, mais a regardé droit devant lui, comme s'il attendait une réponse de sa propre mère. Mais la réponse n'est pas venue. Et juste à ce moment-là, une autre voix s'est fait entendre du fond du couloir. Pas forte, mais suffisante pour que tout le monde se retourne.
Laissez-moi vous expliquer. Tout le monde s'est retourné en même temps vers la source du son. Une femme d'âge moyen se tenait là. Sa posture était droite. Elle portait un simple chemisier. Ses cheveux étaient soigneusement relevés en chignon. Son regard était calme. Ma mère. Aucune présentation n'était nécessaire. Rien qu'en la voyant, tout le monde a compris. L'atmosphère a immédiatement changé. Plus de commérage, mais de l'attente. Elle s'est approchée lentement mais sûrement, sans se presser, comme si elle avait préparé cette rencontre depuis longtemps. Et quand elle s'est trouvée face à face avec Brigitte, elle n'a pas élevé la voix, n'a montré aucune colère, a juste regardé droit devant elle et a dit « Vous avez demandé tout à l'heure si ma fille était ingrate. C'est bien ça ?» Sa voix était douce mais claire. Brigitte s'est figée, n'a pas répondu directement. Ma mère n'a pas attendu. Elle a continué. Pendant ces 3 ans, combien d'argent ma fille a-t-elle donné à votre famille? Vous en souvenez-vous? Sinon, laissez-moi vous le rappeler. Un total de 583 000 euros. Le chiffre a été prononcé sans pause, mais a suffi à faire taire tout le couloir. De cette somme, vous avez utilisé plus de 200 000, votre fille plus de 150 000, et votre fils plus de 200 000 pour couvrir ses pertes commerciales. Ma fille a tout couvert. Chaque phrase était comme un coup de marteau qui frappait une vérité indéniable. Vous dites que ma fille est votre maison. Alors je vous demande, qui a payé la nourriture? Personne n'a répondu. Personne n'a osé. Vous dites que ma fille est ingrate. Alors je vous demande, qu'avez-vous fait pour elle? La pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le ventilateur au plafond tourner lentement. Brigitte a fait un pas en arrière, non pas par peur, mais parce qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Sophie, qui se tenait derrière elle, a de nouveau éclaté en sanglots. Louis se tenait juste silencieux, ne parlait pas, ne réagissait pas, mais son regard avait changé. Ma mère n'a pas arrêté. Elle a regardé autour d'elle et a dit de la même voix égale « Je ne suis pas venue ici pour me disputer. Je suis juste venue dire une chose. Ma fille ne doit rien à votre famille. Au contraire, c'est votre famille qui doit à ma fille. » Personne n'a parlé, personne n'a contredit, car tous les chiffres avaient été présentés, clairs et indéniables. Elle s'est tournée vers Louis. Son regard n'était pas en colère, juste déçu. « Louis, tu es un homme. Si tu veux te tenir droit, tiens-toi sur tes propres jambes. Ne laisse pas une femme te porter pour ensuite te retourner et la blâmer. » Louis a baissé les yeux, n'a pas parlé, car cette fois, il n'avait rien à dire. Ma mère s'est retournée et est partie, n'a plus attendu, ne s'est pas retournée. Et quand elle a quitté le couloir, personne ne l'a arrêtée, personne n'a posé plus de questions, car tout ce qui devait être dit avait été dit. Ce qui restait n'était que le silence et 3 personnes qui se tenaient là sans plus rien pour se défendre. Le couloir, après le départ de ma mère, avait toujours la même atmosphère lourde, comme si un vent froid venait de passer. Pas de dispute, pas de bousculade, mais suffisant pour que tous ceux qui se tenaient là sentent clairement que quelque chose venait d'être révélé. Pas avec des jurons ou des débats, mais avec des chiffres et la vérité. Et c'est précisément pour cela que les faits étaient encore plus indéniables, insupportables, juste à accepter en silence. Brigitte se tenait là. Ses épaules n'étaient plus aussi droites qu'au début. Son regard n'était plus dirigé vers personne, mais fixé sur le sol, comme si le motif sur le carrelage était soudain devenu plus intéressant que les regards des gens autour d'elle. Sophie s'appuyait contre le mur, les bras enroulés autour d'elle comme pour empêcher son corps de trembler. Et Louis, il se tenait toujours au milieu, mais cette fois plus comme un médiateur, mais comme quelqu'un qui avait été arraché de toutes les positions centrales familières, forcé de faire face seul à la réalité. Personne ne parlait plus, personne ne voulait demander. Car le drame qui venait de se dérouler était plus que suffisant. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Juste au moment où les gens commençaient à se disperser, un téléphone portable a sonné. Pas fort. Mais dans le silence, le son est devenu si clair que tout le monde s'est retourné par réflexe. Le téléphone de Louis. Il a regardé l'écran, un numéro inconnu. Il a hésité un instant, puis a répondu. « Allô ?» Sa voix était rauque. À l'autre bout, on a entendu la voix d'une femme. Douce mais un peu stressée. « Louis, c'est moi. » Clara. Quand Sophie a entendu ce nom, elle a immédiatement levé les yeux. Ses yeux exprimaient quelque chose d'étrange. N'était-ce pas de la joie ou de la surprise, mais une sorte de vigilance. En même temps, Brigitte a légèrement froncé les sourcils, essayant de se souvenir de qui il s'agissait. Louis s'est un peu retourné, a baissé la voix. « Oui, qu'y a-t-il ? Louis, où es-tu » La voix de la femme de l'autre côté s'est faite plus rapide. « J'ai appelé tout le temps, mais tu n'as pas répondu.
Qu'y a-t-il? Louis a regardé autour de lui et a chuchoté. Je suis à la maison. S'il y a quelque chose, dis-le simplement. Il y eut un silence au téléphone, puis la voix de la femme s'est abaissée. Louis, à propos de l'argent. Quand Sophie a entendu le mot argent, son regard s'est immédiatement tourné vers son frère. En même temps, Brigitte s'est également retournée brusquement, comme si son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Quel argent? Demanda Louis, mais sa voix n'était plus aussi assurée. Eh bien, l'argent que tu m'as viré. Maintenant, ma famille me pose des questions à ce sujet. Mais ce n'était pas terminé, mais cela a suffi à glacer l'atmosphère. Sophie a fait un pas en avant. Sa voix était pressée. Louis, à qui parles-tu? Louis a été surpris et a essayé de cacher le téléphone, mais il était trop tard, car la phrase suivante de l'autre bout du fil a été très clairement entendue. Tu as dit que tu étais divorcée, que l'argent était à toi, mais maintenant... Clara. Baisse la voix, a interrompu Louis. Sa voix était paniquée, mais il était déjà trop tard. Brigitte s'est approchée de lui et lui a arraché le téléphone de la main. Qui est-ce? Sa voix s'est élevée. Qui es-tu? Parler d'argent et de tout et de rien. Il y eut un silence un instant au téléphone. Puis la voix de la femme a également changé. Plus douce, mais méfiante. Je suis une amie de Louis. Quelle sorte d'amie qui utilise de l'argent? A rétorqué Brigitte. Explique-toi maintenant. Louis s'est empressé de reprendre le téléphone. Maman, arrête. Il a raccroché. N'a donné aucune chance à l'autre partie de parler plus. Mais ce qui devait être entendu avait déjà été entendu. Personne n'a posé plus de questions. Ce n'était pas nécessaire, car tout le monde avait déjà compris. Il y avait une histoire qu'il ne connaissait pas. Sophie a regardé son frère. Ses yeux étaient écarquillés. Quel argent, Louis? Virer de l'argent à qui? Sa voix tremblait. Non pas de curiosité, mais de peur. Louis n'a pas répondu directement. Il a baissé les yeux vers le sol, comme s'il cherchait une réponse qu'il ne voulait pas lui-même prononcer. « Réponds, Louis », a crié Sophie. « D'où as-tu eu l'argent pour le virer à quelqu'un d'autre ?» Brigitte l'a également regardé. Son regard est devenu plus perçant. « Explique-moi ce que c'est que ça. » Il n'y avait plus moyen de l'éviter. Louis a pris une profonde inspiration et a dit « C'était l'argent d'Amélie. » 3 mots légers qui ont semblé comme un coup de foudre. « Quoi ?» a presque crié Brigitte. « Son argent. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre. » Sophie a fait un pas en arrière. Son regard est passé de l'épaisseur à l'horreur. « Louis, es-tu fou ?» Louis a fermé les yeux un instant, puis les a ouverts. Pas une fois, plusieurs fois. Sa voix s'est abaissée. À chaque fois, je virais quelques milliers. Au total, près de 100 000 euros. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Personne ne respirait. Personne ne parlait. Car cette information était bien trop choquante. Brigitte se tenait raide, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. Puis elle a soudain levé la main. Clac. Une gifle dure a atterri sur la joue de Louis. Louis ne l'a pas évité, n'a pas réagi, il est juste resté là et l'a reçu. « Qu'as-tu fait ?» La voix de sa mère s'est brisée. Cet argent était pour la famille. Pourquoi l'as-tu donné à une étrangère? Louis n'a pas regardé sa mère, a seulement dit « Ce n'était pas l'argent de la famille, c'était l'argent d'Amélie. » Une phrase qui a été répétée, mais cette fois personne n'a contredit car il venait de l'entendre de sa propre bouche. Sophie a secoué la tête. Les larmes ont de nouveau coulé. « Louis, tu as utilisé l'argent d'Amélie pour entretenir une autre femme. À quoi pensais-tu » Louis n'a pas répondu car il ne le savait pas lui-même. Il savait seulement qu'à ce moment-là, il sentait qu'il le pouvait, car l'argent était toujours disponible. Il suffisait de demander. Il suffisait de tirer la carte. Il suffisait de plus tard. Mais maintenant, il n'y avait plus rien. Et le plus effrayant n'était pas de se faire prendre, mais la prise de conscience que tout ce qu'il avait jamais fait revenait maintenant pour le hanter. Un par un, sans exception, sans reste. Brigitte s'est de nouveau affalée sur la chaise. Ses mains tremblaient. Mon Dieu, quel genre d'homme ai-je élevé? Mais cette fois, personne ne l'a réconforté. Personne n'a dit « Calme-toi, maman », car tout le monde savait que cette question avait une réponse. C'est juste que personne n'avait voulu le dire jusqu'à présent. Le couloir est redevenu silencieux, mais plus un silence lourd, mais le silence de quelque chose qui s'était brisé. Brisé en 1000 morceaux et impossible à recoller. L'atmosphère dans le couloir après la gifle n'était plus seulement tendue, mais était devenue froide et épaisse. Comme si tout ce qui avait été tacite au cours des 3 dernières années avait soudainement été mis à nu en même temps, sans ordre,
sans préparation et sans pouvoir être repris. Cela a laissé tous ceux qui se tenaient là piégés dans un vide gênant, où ils ne savaient pas quoi dire ni combien de temps ils devaient se taire. Louis se tenait toujours au même endroit. Son visage était un peu rouge après la gifle, mais il ne l'a pas touché. Il ne s'est pas non plus détourné. Il est juste resté là, comme quelqu'un qui venait de se réveiller d'un rêve bien trop long. Et une fois réveillé, il a découvert que plus rien autour de lui n'était familier. Pendant ce temps, Brigitte était assise, épuisée, sur une chaise en plastique dans le coin du couloir. Ses mains soutenaient sa tête. Ses cheveux auparavant soignés étaient maintenant en désordre. Quelques mèches tombaient et couvraient une partie de son visage. Mais le plus frappant n'était pas son apparence, mais sa posture. Une posture qui ne montrait plus de domination ou de contrôle, mais seulement la lassitude de quelqu'un qui venait de perdre la position qu'elle considérait comme la plus forte. Sophie se tenait à côté d'elle, ne pleurant plus à chaudes larmes, mais les larmes continuaient de couler sans qu'elle s'en aperçoive. Car parfois, on ne sent plus ses propres larmes. Seulement que le cœur se sent de plus en plus vide. Les voisins ne s'étaient pas complètement dispersés. Ils se tenaient éparpillés le long du couloir. Personne ne parlait fort, mais leur regard était toujours fixé sur les trois, comme si le drame n'était pas terminé. Et il ne l'était pas, car juste au moment où l'atmosphère commençait à peine à se calmer, une autre voix s'est fait entendre, le bruit des talons hauts du fond du couloir. Clair, régulier, ni pressé ni lent. Tout le monde s'est retourné. Une femme est apparue. Sa silhouette était mince. Elle portait une robe moulante. Ses cheveux étaient bouclés, son maquillage épais, son regard un peu arrogant, comme si c'était devenu une habitude. Et quand elle s'est arrêtée à quelques pas d'eux, l'atmosphère est redevenue tendue. Sophie a été la première à la reconnaître. « Qui es-tu » Sa voix était rauque, mais elle essayait toujours d'être calme. La femme n'a pas répondu directement. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Son regard s'est attardé plus longtemps sur Louis, et ce n'est qu'ensuite qu'elle a dit d'une voix douce qui laissait transparaître une irritation. « Tu ne répondais pas au téléphone. J'ai dû venir ici. Ça a suffi. » Brigitte a levé les yeux. Ses yeux sont devenus perçants. « Tu es Clara. » La fille a été un peu surprise puis a hoché la tête. Oui, ni niant ni évitant. Le seul mot a suffi à relier tous les événements en une ligne droite et claire. Plus une supposition, mais la vérité droit devant les yeux. Sophie a regardé Louis, puis Clara, puis de nouveau Louis. Son expression a lentement changé, passant de la confusion à la compréhension, et de la compréhension à l'amertume. « Alors c'est toi. » Sa voix s'est affaiblie. La personne qui a reçu l'argent de Louis. Personne n'a répondu, mais le silence à ce moment-là était plus clair que n'importe quelle réponse. Clara a froncé les sourcils et a regardé autour d'elle. Être ne s'attendait-elle pas à se retrouver dans une telle situation. Elle s'est tournée vers Louis. Sa voix s'est abaissée. « Louis, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as dit que tu étais divorcé et que... » Elle n'a pas fini car Brigitte s'était déjà levée. Pas rapidement mais fermement. Elle s'est approchée, s'est tenue face à face avec Clara, l'a examinée de la tête aux pieds, puis a demandé « Sais-tu de qui tu as utilisé l'argent ?» Clara a été un peu décontenancée, puis s'est rapidement ressaisie. « L'argent de Louis. » Une réponse courte et claire. Mais c'est précisément pour cela que certains des voisins qui étaient encore là ont échangé des regards, car ils venaient d'entendre l'histoire précédente. Et cette réponse ne correspondait pas. Son argent. Brigitte a souri d'un sourire cynique. « Tu es sûre ?» Clara a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Brigitte n'a pas répondu mais s'est tournée vers Louis. « Tu lui expliques d'où venait l'argent. » Louis se tenait silencieux. Ne parlait pas. Non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il ne voulait pas. « C'était l'argent d'Amélie, » dit-il finalement. Sa voix était très basse, mais suffisante pour que Clara l'entende. La fille est restée silencieuse quelques secondes, comme si elle ne comprenait pas. « L'argent de qui ?»« D'Amélie, » a répété Louis. Clara a fait un pas en arrière, comme si elle venait de recevoir une légère poussée. Pas d'une main, mais de la vérité. « Tu as dit que tu étais divorcée. » Sa voix a commencé à trembler. « Tu as dit que l'argent était à toi. »« Nous sommes divorcés, » a dit Louis. « Mais l'argent était à elle. Je l'ai juste pris pour l'utiliser. » Une explication très légère, mais elle a semblé extrêmement lourde. Sophie a ri amèrement. « Pris pour utiliser. Tu parles comme si c'était ton propre argent. Tu as pris l'argent de ta femme pour entretenir une autre femme. » Clara s'est tournée vers Louis. Son regard avait totalement changé. Plus doux, plus confiant, mais quelque chose de très froid. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé. Pas fort, mais perçant. Louis n'a pas répondu.
Mais son silence a suffi. Clara a pris une profonde inspiration puis a souri. Un sourire très fin, sans joie. Fantastique, Louis. Utiliser l'argent de quelqu'un d'autre pour dire que tu aimes quelqu'un d'autre. Je pensais même... Elle s'est arrêtée, a ravalé le reste de la phrase, puis a secoué la tête. Ça n'a plus d'importance. Elle s'est retournée, n'a regardé personne et est partie. Le bruit de ses talons hauts s'est de nouveau fait entendre. Mais cette fois, plus régulièrement. Plus rapide, plus pressé, comme si elle voulait quitter les lieux le plus vite possible. Le couloir est redevenu silencieux. Mais cette fois, il n'y avait plus rien à dire, car tout était déjà clair. Le bruit des talons hauts de Clara s'est lentement estompé et a disparu au bout du couloir. Mais l'écho est resté. Non pas dans l'air, mais dans l'esprit de tous ceux qui se tenaient là. Car ce bruit n'était pas seulement les pas de quelqu'un qui partait, mais la fin d'un choix, d'une relation, d'une confiance qui, il y a quelques minutes, semblait encore réelle. Louis se tenait toujours au même endroit. Son regard a suivi le départ de Clara, mais il ne contenait plus d'espoir ou le désir de la retenir. Seulement un vide très clair, comme celui de quelqu'un qui vient de perdre quelque chose dont on ne réalise la valeur que lorsqu'il est parti. Pendant ce temps, Brigitte se tenait à côté de lui. Son regard est passé de Clara à Louis, puis de Louis à l'espace vide devant elle, comme si elle essayait d'assembler les morceaux d'information en une image complète. Mais plus elle assemblait, plus cela semblait faux et étrange. Et Sophie. Elle s'appuyait contre le mur, ne pleurant plus, mais son visage devenait de plus en plus pâle, comme si les larmes s'étaient épuisées, ne laissant qu'une sensation de froid. Personne ne parlait, non pas que personne ne voulait rien dire, mais parce que trop de choses venaient de se passer pour savoir par où commencer. Les voisins se sont maintenant vraiment dispersés, non pas parce que le drame était terminé, mais parce que l'histoire avait atteint un point où il n'était plus nécessaire de la regarder de près. Il suffisait de s'en souvenir. Et dans leur regard en partant, il n'y avait plus de curiosité, mais un mélange de compréhension et le désir de garder ses distances. Les portes de l'appartement se sont fermées une par une. Le couloir est devenu plus silencieux, mais le silence n'a pas allégé l'atmosphère. Au contraire, il n'a fait que renforcer l'isolement des trois qui restaient. Brigitte a été la première à parler, mais sa voix n'était plus aussi forte qu'auparavant, mais rauque et profonde. Louis, un mot, mais pas complet. Louis ne s'est pas retourné, n'a pas répondu non plus. Il se tenait toujours là, comme si, s'il se retournait, il devrait faire face à tout ce qui venait de se passer. « Regarde-moi » a poursuivi Brigitte. Cette fois, sa voix tremblait un peu. Louis a fermé les yeux un instant, puis les a ouverts, s'est retourné et a regardé sa mère. Son regard n'évitait plus, mais il n'était plus non plus chaleureux. « Que veux-tu demander » dit-il. Sa voix était égale, sans émotion. « Ta relation avec cette fille » Brigitte a parlé lentement, comme si chaque mot devait être choisi. C'est une question, pas forte, mais lourde. Louis n'a pas répondu directement. Il a baissé les yeux vers le sol, puis a dit « 2 mois ». Seulement 2 mots. Mais ils ont suffi à clarifier beaucoup de choses. Sophie a ri. Un rire très bas, mais rempli d'amertume. 2 mois. Alors tu vivais toujours avec Amélie. Tu utilisais toujours son argent pour entretenir une autre femme. Personne n'a contredit. Personne n'a corrigé, car cette phrase était suffisamment claire. Brigitte s'est affalée sur la chaise. Ses mains lui tenaient la tête. Mais cette fois, personne ne s'est approché pour la réconforter. Personne n'a dit « Calme-toi, maman », car ils ne pouvaient pas être calmes eux-mêmes. Louis se tenait silencieux, puis s'est soudain retourné et s'est dirigé vers la sortie du couloir. « Où vas-tu » Brigitte a levé les yeux. « Dehors » a-t-il répondu brièvement sans s'arrêter. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Où vas-tu à cette heure-ci » La voix de sa mère a commencé à devenir paniquée. Louis s'est arrêté un instant sans se retourner. A seulement dit « J'ai besoin de réfléchir ». Puis il est parti sans attendre, sans regarder en arrière. La porte de secours au bout du couloir s'est fermée derrière lui. Un clonk, bas mais ferme. À l'intérieur, il ne restait que 2 femmes. Une mère et une fille assises au milieu d'un espace qui avait toujours été rempli de conversations, de bruits de télévision, de vie, mais maintenant il n'y avait qu'un long silence. Sophie a regardé sa mère, puis a dit à voix basse « Maman, avons-nous eu tort ?» Une très petite question, mais une question que personne n'avait posée au cours des 3 dernières années. Brigitte n'a pas répondu directement. Elle se couvrait toujours le visage, et restait assise là un long moment, puis a pris une lente et lourde inspiration. Je ne sais plus. Pour la première fois, elle a dit qu'elle ne savait pas. Ne le blâmant pas, ne blâmant personne d'autre,
mais qu'elle ne savait pas. Dehors, Louis descendait l'escalier de secours. Il n'a pas utilisé l'ascenseur car il ne voulait pas être dans un espace clos. Il ne voulait pas voir son propre reflet, il ne voulait pas être coincé dans un endroit qu'il ne pouvait pas éviter. Chaque marche qu'il prenait semblait lente mais sûre. Chaque pas semblait être accompagné d'une pensée, d'un souvenir, d'une phrase. Tout était mélangé mais très clair. Il s'est souvenu du moment où Amélie lui a donné les cartes. Quand Amélie a dit « Utilise-les simplement », quand Amélie n'a jamais demandé, n'a jamais vérifié, n'a jamais suspecté, et il s'était habitué à tout ça. Habitué jusqu'à ce qu'il le considère comme normal. Habitué jusqu'à ce qu'il le considère comme un droit. Jusqu'à aujourd'hui, quand tout a été coupé, il a enfin compris. Non pas parce qu'il avait, mais parce qu'Amélie lui donnait. Quand il est sorti par la porte, il faisait déjà complètement nuit. Les lampadaires étaient allumés. Leur lueur jaune éclairait l'asphalte. Louis se tenait là. Il n'a pas continué. Il n'est pas non plus retourné. Il est juste resté là et a regardé la circulation. Les gens allaient et venaient, chacun avec ses propres objectifs. Alors que lui, pour la première fois, ne savait pas quelle était sa place. Son téléphone a vibré. Il a baissé les yeux. Pas Amélie, pas Clara, mais une notification de la banque. Date d'échéance des factures. 2 factures, une carte de crédit, un prêt personnel. La somme n'était pas énorme, mais suffisante pour lui faire réaliser que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Un début sans personne derrière, sans personne pour porter, sans personne à attendre quelque chose. Juste lui-même et tout ce qu'il avait fait. Louis est resté sous le lampadaire très longtemps, si longtemps qu'il ne se souvenait plus lui-même de combien de minutes ou d'heures. Il savait seulement que le flot de circulation devant lui continuait à couler. Les gens allaient et venaient alors que lui était juste silencieux comme une ombre oubliée dans la foule. Et ce qui le mettait mal à l'aise, ce n'était pas le froid de la nuit, mais le sentiment de vide à l'intérieur. Un vide qui était auparavant toujours rempli de choses si ordinaires. Une femme qui était toujours derrière lui. Un portefeuille qui était toujours rempli et une maison qui offrait toujours des repas chauds. Maintenant, tout ça avait disparu. Non pas parce que ça lui avait été enlevé, mais parce qu'il ne s'en était pas occupé lui-même. Le téléphone dans sa main a de nouveau vibré. Cette fois, pas une notification de la banque, mais un appel du travail. Il a fixé l'écran pendant quelques secondes, puis a répondu. Sa voix était toujours lourde et fatiguée. « Allô? Allô, Louis ?» La voix de son chef de service s'est fait entendre, pas forte mais claire. « Il y a un problème. Demain, viens me voir à mon bureau. » Louis a froncé les sourcils. « Qu'y a-t-il, chef ? » « C'est à propos de ton travail. » Il y eut un silence un instant, puis la voix à l'autre bout s'est abaissée. « Ces derniers temps, tu es souvent en retard. Tu n'atteins pas tes objectifs. Beaucoup de plaintes de clients. L'entreprise t'a prévenu plusieurs fois. Demain, nous parlerons des détails. » L'appel s'est terminé. Court mais concis. Louis a baissé le téléphone et a fixé l'écran qui s'éteignait. Dans sa tête, il n'y avait plus de panique, mais quelque chose de très clair. Les conséquences. Non pas une, mais une série qui est arrivée en même temps. Sans lui donner le temps de s'adapter, sans lui donner la possibilité de reporter. Car tout ce qu'il avait jamais ignoré, tout ce qu'il avait repoussé à plus tard, revenait maintenant pour réclamer son dû, un par un. Il s'est assis sur le bord du trottoir devant la porte du quartier résidentiel. Ses mains jointes, sa tête baissée, et à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas pensé à sa mère, pas à sa sœur, pas à qui avait raison et qui avait tort. Il n'a pensé qu'à une seule personne, Amélie. Non pas comme la femme qu'il avait autrefois eue, mais comme la femme qu'il avait soutenue pendant 3 ans. Il s'est souvenu des soirées où Amélie était assise devant son ordinateur portable et travaillait tard alors qu'il était allongé sur le canapé et jouait sur son téléphone. Il s'est souvenu des fois où Amélie avait discrètement viré de l'argent sans poser de questions. Disant juste « Utilise-le simplement ». Il s'est souvenu des fois où Amélie voulait dire quelque chose mais a vu sa mère, a vu l'atmosphère à la maison et s'est abstenue, choisissant de se taire. Et c'est précisément ce silence qui lui a fait croire qu'Amélie acceptait, qu'il n'y avait pas de problème, que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Amélie ne parlait tout simplement pas jusqu'à ce qu'elle ne parle plus du tout. Il a levé les yeux et a regardé le ciel nocturne sombre sans étoiles, juste une faible lueur des lumières de la ville. Et il a soudain réalisé quelque chose auquel il n'avait jamais pensé auparavant. Certaines choses, quand on les a encore dans sa main, semblent ordinaires. Mais quand elles sont parties, on se rend compte qu'elles n'étaient pas ordinaires, mais un coup de chance. Il s'est levé, n'est pas retourné directement, mais est sorti de la porte
et est entré dans un petit stand de rue au bord de la route. Il a commandé un verre d'eau glacée, s'est assis sur une chaise en plastique basse, entouré d'ouvriers qui venaient de finir leur travail. Des conversations simples, des rires, des plaintes sur le travail, l'argent et la vie. Tout semblait si réel, si terre, et c'est précisément ces choses qui l'ont fait se sentir étranger. Car auparavant, il n'avait jamais eu à penser à de telles choses. Non pas qu'il ne vivait pas dans ce monde, mais parce que quelqu'un d'autre avait porté cette partie pour lui. L'eau glacée a été servie. Il a bu une gorgée. L'eau froide a coulé dans sa gorge, mais n'a pas pu refroidir la sensation de sécheresse dans son cœur. Juste à ce moment-là, son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message d'un numéro familier. Amélie, il a fixé l'écran, ne l'a pas ouvert directement, l'a juste regardé un moment, puis a appuyé. Louis, plus de surnom, pas de salutation familière. J'ai envoyé le récapitulatif des dépenses des 3 dernières années à ton email. Si tu penses que c'est nécessaire, nous pouvons nous voir une fois de plus pour tout régler clairement. Pas pour se disputer, mais pour régler les choses correctement. Le message n'était pas long, sans émotion, sans accusation, sans sarcasme. Mais c'est précisément pour cela qu'il a semblé si piquant. Il l'a lu 2 fois, 3 fois, puis a verrouillé l'écran, n'a pas répondu directement. Non pas qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne savait pas quoi répondre. Car il a compris que ce n'était pas une chance de revenir en arrière, mais une chance de faire face aux conséquences. Il est resté assis là un moment de plus, puis s'est levé, a payé et est rentré chez lui. Cette fois, ses pas n'étaient pas aussi lents que lorsqu'il descendait. Plus fermes. Non pas qu'il mais parce qu'il et savait qu'il ne pouvait pas rester immobile au même endroit pour toujours. Ne pouvait pas attendre que tout se règle de lui-même. Ne pouvait pas se cacher dans le silence pour toujours. Il est monté dans l'ascenseur et s'est regardé dans le miroir. Pour la première fois, il n'a pas évité le regard, mais a regardé droit devant lui un homme dont il n'était pas sûr lui-même s'il l'aimait ou non. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Il est sorti. Le couloir était le même, mais il n'y avait plus de gens. Pas de regard, juste le silence. Il a ouvert la porte et est entré. Brigitte était assise dans le canapé, Sophie à côté d'elle. Toutes deux le regardaient. Personne ne parlait. Louis a fermé la porte, est resté immobile un instant, puis a dit « Je vais voir Amélie ». Sa voix n'était pas forte, mais claire. Brigitte est restée bouche bée. « La voir ? Pourquoi faire ? Y a-t-il autre chose ?» Louis a regardé sa mère. Cette fois, son regard n'a pas évité. Pour en finir. Pas pour demander, pas pour reprendre, mais pour en finir. Sophie a regardé son frère, n'a pas parlé. Mais dans son regard, pour la première fois, il n'y avait pas d'exigence, seulement de la lassitude. Brigitte allait juste dire quelque chose, mais s'est ensuite abstenue, car elle a aussi compris. Certaines choses ne pouvaient plus être étirées. Le lendemain matin, alors que la ville n'était pas encore complètement réveillée, que les rues étaient encore vides et que le soleil commençait à peine à effleurer les toits, Louis avait déjà quitté l'appartement très tôt. Non pas qu'il avait l'habitude de se lever tôt, mais parce qu'il savait que s'il restait plus longtemps, entendait une phrase de plus ou voyait un regard de plus dans cette maison, il recommencerait à hésiter. Et cette fois, il ne voulait plus hésiter, car il y avait des choses qui, si elles n'étaient pas faites alors que l'esprit était encore clair, il serait très facile de retomber dans le même cycle. Il se tenait devant le café dont Amélie avait envoyé l'adresse hier soir. Un petit café au coin de la rue. Pas luxueux, pas bondé, mais propre et calme. Le genre d'endroit qu'il avait rarement remarqué auparavant. Car ses rendez-vous n'exigeaient généralement pas de calme et il évitait les conversations importantes. Aujourd'hui, c'était différent. Il est entré, a choisi une table près de la fenêtre, s'est assis et a commandé un café noir sans sucre, sans lait. En attendant, il a regardé dehors. Les rues commençaient à se remplir. Les véhicules devenaient plus nombreux. Les bruits de la ville devenaient plus clairs. Mais son cœur était au contraire, de plus en plus calme. Comme si tout s'était concentré sur un seul point. Une rencontre dont il savait qu'elle ne serait pas comme les autres rencontres précédentes. Amélie n'est arrivée ni en avance ni en retard. Ponctuelle. Elle est entrée. La lumière derrière elle a fait que son ombre s'est allongée loin sur le sol. Toujours la même façon de marcher. Le dos droit. Les pas réguliers. Mais une chose était différente. Il n'y avait plus de précipitation, pas de doute, pas de sentiment d'avoir à être sur ses gardes comme pendant le mariage. Elle a vu Louis, pas surprise, juste un léger signe de tête, s'est ensuite approchée et s'est assise en face de lui. « Tu es arrivé tôt », a-t-elle dit. Sa voix était normale, ni distante, ni familière. « Oui », a répondu Louis.
Je ne savais pas quoi dire de plus. Un serveur est venu prendre la commande. Café noir pour lui, thé chaud pour Amélie. Personne n'a touché sa boisson directement. Ils n'ont pas regardé l'un l'autre, mais l'espace vide entre eux. L'endroit où il y avait eu autrefois tant de mots, de disputes, de silence, de patience. Mais maintenant, c'était vide. Amélie a été la première à parler sans détour. « As-tu lu le récapitulatif que j'ai envoyé ?» Louis a hoché la tête. « Oui. » « Des commentaires ?» Il a secoué la tête. « Non. » Une réponse courte mais honnête. Car il savait que les chiffres n'étaient pas faux, n'avaient pas besoin d'être discutés, ne pouvaient pas être changés. Et il n'y avait aucune raison de les nier plus longtemps. Amélie a légèrement hoché la tête. « Bien alors. » Alors. Elle a sorti une liasse de papier de son sac et les a posés sur la table. C'est une copie imprimée, complète avec les détails, les dates et les descriptions. Tu peux en garder une. Louis a regardé la liasse de papier, ne l'a pas prise directement, comme s'il regardait 3 ans de sa vie sous forme de chiffres. « Je ne te demande pas de le rembourser maintenant, » a poursuivi Amélie, sa voix toujours égale. « Mais j'ai besoin que tu signes ça comme une reconnaissance pour que tout soit clair. Pas de mots d'exigence ou de contrainte. Juste pour que tout soit clair. » Louis a pris une inspiration et a sorti un stylo. Il a signé sans poser de questions, sans négocier, sans tarder. Quand il a posé le stylo, il a su que ce n'était pas seulement une signature sur un papier, mais une signature d'approbation. Accepter ce qu'il avait fait, accepter les conséquences et accepter qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il a poussé le papier vers Amélie. Amélie l'a examiné, a hoché la tête, puis l'a rangé. N'a pas dit merci, car ce n'était pas nécessaire. Le silence est revenu. Mais cette fois, pas lourd, juste vide. Louis l'a regardé un instant, puis a dit « Je m'excuse. » 3 mots, pas exagérés. Mais pour la première fois, il les a dit. Amélie n'a pas été surprise. Elle n'a pas non plus réagi directement. Elle a siroté son thé, puis l'a reposé. « Pourquoi t'excuses-tu » Une question légère, mais pas facile à répondre. Louis a baissé les yeux, a réfléchi, puis a dit « Pour avoir pris tout ce que tu as fait pour acquis. Pour ne pas t'avoir protégé et pour avoir utilisé ton argent pour quelqu'un d'autre. » Pour chaque phrase qu'il prononçait, il se sentait un peu plus léger, mais aussi un peu plus conscient. Il a écouté sans l'interrompre, sans hocher la tête. Juste écouté, puis a dit « Tu sais, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas des excuses. » Louis a levé les yeux. « Quoi alors ? De la compréhension ?» a répondu Amélie. « Il suffit que tu comprennes. Pas pour être pardonné, pas pour revenir. Juste pour comprendre. » Louis a hoché la tête. « Je comprends maintenant. Une phrase, mais cette fois pas seulement une formule de politesse. Elle était honnête. » Amélie l'a regardé. Son regard n'était plus froid, mais pas non plus chaud. Juste normal. « Alors ça suffit, » a-t-elle dit en se levant. N'a pas attendu. N'a pas fait traîner les choses. On en finit ici. Pas une question, mais une conclusion. Louis s'est également levé. N'a pas retenu. N'est pas tombé. A seulement dit « Oui ». Amélie a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. La lumière de l'extérieur l'a frappée. Elle est sortie sans regarder en arrière. Et cette fois, Louis ne l'a pas regardée trop longtemps. Il est juste resté immobile un instant, puis s'est rassis et a regardé sa tasse de café qui avait refroidi. Il l'a levée, a bu une gorgée, amère mais réveillante. Après la rencontre au café ce jour-là, tout ne s'est pas terminé par un grand drame ou d'autres surprises. Tout s'est terminé en silence. Comme une porte qui se ferme derrière le dos sans bruit, sans témoin, mais suffisamment pour marquer clairement que 2 chemins ne se croiseraient plus. Et c'est précisément ce silence qui a rendu tout plus durable, car il n'a pas laissé une image dramatique, mais un sentiment très réel. Le sentiment d'avoir traversé un chapitre de la vie qui ne pourrait jamais être répété. Amélie est revenue à sa vie. Pas une vie complètement nouvelle, mais la vie qu'elle avait eue autrefois, mais qui avait été mise de côté pendant ses 3 ans de mariage. Elle a recommencé à travailler à un rythme régulier. Ne s'est pas forcée à travailler trop dur pour oublier le passé. Mais ne s'est pas non plus laissée aller à la paresse et à penser négativement. Elle a choisi une voie médiane équilibrée. Travaillait le jour, rentrait le soir, voyait des amis de temps en temps, rendait visite à sa mère le week-end. Des choses très simples, mais qui lui ont apporté une paix dont elle venait de réaliser qu'elle avait disparu depuis longtemps. Il y avait des soirs où elle s'asseyait seule près de la fenêtre, regardait la circulation en bas, et elle se souvenait encore. Pas de Louis comme un mari, mais comme une phase. Une version d'elle-même qui avait existé autrefois. Une femme qui savait être patiente,
endurer et se sacrifier sans rien exiger. Et quand elle s'en souvenait, elle ne ressentait plus de regret ni de douleur, seulement le sentiment que c'était suffisant. Car il y avait des expériences qui n'étaient pas destinées à être retenues, mais à être comprises, puis lâchées pour pouvoir avancer. Sa mère demandait encore parfois, d'un ton entre la pitié et la curiosité. « Tu n'es pas triste, mon enfant ?» Amélie souriait simplement d'un sourire fin. « Plus maintenant, maman. » Non pas pour rassurer sa mère, mais parce que c'était la vérité. Car elle a compris que la plus grande tristesse n'est pas la séparation, mais de rester dans un endroit où l'on n'est pas valorisé. Et une fois qu'on a réussi à s'en sortir, le reste n'est qu'une question de temps pour retrouver l'équilibre. De l'autre côté, la vie de Louis n'a pas changé immédiatement. Pas de transformation immédiate, mais une série de jours très réels, très lents et parfois très inconfortables. Pour la première fois depuis des années, il a dû gérer lui-même tout ce dont il n'avait jamais eu la responsabilité auparavant. Son travail a été évalué non pas une fois, mais plusieurs fois. Après la rencontre avec son patron, il n'a pas été licencié, mais ses grands comptes ont été transférés à d'autres. Il a été affecté à des projets plus petits avec un revenu inférieur. Cela l'a forcé à changer. Non pas qu'il le voulait, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il a commencé à arriver à l'heure, a commencé à prendre des notes sur son travail, a commencé à apprendre à parler aux clients de manière sérieuse. Des choses qu'il avait auparavant considérées comme ennuyeuses. Le soir, il ne rentrait plus à la maison pour un dîner servi. Souvent, il devait cuisiner lui-même ou manger simplement dans un stand de rue. Une nourriture simple, pas exquise, mais suffisante pour remplir son estomac. Et dans de tels moments, il se souvenait de la nourriture qu'il avait mangée auparavant sans s'en soucier. Il a mangé sans demander qu'il avait cuisiné. Il en a laissé la moitié sans penser à celui qu'il avait fait. La dette qu'il avait signée à Amélie n'était pas une petite somme et il ne pouvait pas tout rembourser d'un coup. Alors chaque mois, il virait une partie, pas beaucoup, mais régulièrement. Et chaque fois qu'il virait, il ne le ressentait plus comme un devoir, mais comme une façon de se rappeler que tout ce qu'il faisait avait des conséquences et qu'accepter de payer pour cela n'était pas une perte, mais une leçon. Brigitte a également changé, non pas parce qu'elle y a été forcée, mais parce qu'il n'y avait plus personne sur qui compter. Elle a commencé à aller au magasin elle-même, a commencé à calculer les dépenses. Plus d'achats impulsifs, plus de virées shopping comme avant. Et dans les moments où elle était assise seule à la maison, elle a lentement compris que ce qu'elle avait auparavant appelé « évident » n'avait en fait jamais existé. Sophie aussi, elle a commencé à travailler. Pas un grand travail, juste un simple travail de bureau avec un salaire pas très élevé, mais suffisant pour subvenir à ses besoins. Et pour la première fois, quand elle a reçu son salaire, elle a compris que gagner de l'argent n'est pas la même chose que le dépenser. Ce n'est pas facile et ne peut pas être pris pour acquis. Leur famille n'était plus aussi animée qu'avant. Pas de voix forte, pas d'exigence constante. Ils sont devenus plus silencieux, pas froids, mais compréhensifs. Chacun faisait sa part sans attente, sans exigence. Et ce changement, même s'il est arrivé tard, était néanmoins nécessaire. Quant à Clara, elle n'est jamais réapparue. N'a pas appelé, n'a pas envoyé de message. Comme si la rencontre de ce jour-là lui avait suffi pour comprendre sa place dans cette histoire, et que partir était le bon choix sans avoir besoin de plus d'explications. Le temps a passé, ni vite, ni lentement, assez pour que ce qui s'était passé se calme. Assez pour que chacun retrouve son propre rythme de vie et un après-midi, alors que Louis se tenait sous le même lampadaire que ce soir-là. Mais avec un esprit moins lourd, il a réalisé une chose pour laquelle il avait peu, être payé un lourd tribut pour la comprendre. Certaines personnes ne partent pas pour vous punir, mais pour que vous appreniez à vous débrouiller seul. Et certaines pertes ne sont pas la fin, mais le point de départ de la maturité. Si nous regardons toute cette histoire du début à la fin, je pense que ce qui nous fait le plus réfléchir, ce n'est pas le divorce ou les problèmes d'argent, mais comment une relation qui aurait pu être normale et chaleureuse s'est lentement transformée en un fardeau et s'est finalement brisée dans le froid. Pour Amélie, je ne pense pas qu'elle ait été forte dès le début. Personne ne se marie en se préparant à souffrir. Elle était juste une femme ordinaire qui croyait en la famille, en son mari, et était prête à se sacrifier. Mais son erreur a été de donner trop sans fixer de limites. Il y a des choses que si nous ne les protégeons pas pour nous-mêmes, les autres se sentiront en droit de les prendre. Quand Amélie a arrêté, beaucoup l'on peut, être qualifiée de cruelle, mais c'est alors qu'elle a commencé à être juste envers elle-même. Pour Louis, je ne pense pas qu'il ait été une mauvaise personne dès le début, mais il était le genre de personne très dangereux dans un mariage. Pas complètement faux, mais pas non plus complètement juste.
Il a choisi de se taire pour éviter les conflits. Il a choisi d'être un médiateur pour préserver la paix. Mais c'est précisément parce qu'il n'a pas pris position. C'est lui qui a le plus blessé la personne à ses côtés. Un mari n'a pas besoin d'être parfait, mais doit absolument avoir une colonne vertébrale. Quand la femme à ses côtés est blessée et qu'il reste silencieux, le prix à payer n'est qu'une question de temps. Et pour la belle-mère et Sophie, leur histoire est une leçon très réelle de gratitude. Quand on s'habitue à recevoir sans réfléchir, qu'on s'habitue à utiliser sans demander, qu'on s'habitue à considérer les sacrifices des autres comme quelque chose d'évident, alors ce n'est pas seulement de l'argent qu'on perd quand on perd, mais aussi le respect. Le plus effrayant n'est pas de devenir pauvre, mais quand les autres vous regardent avec un regard qui dit « ça n'aurait pas dû être comme ça ». Cette histoire n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais pour que nous puissions tous nous regarder dans le miroir. Dans une relation, êtes-vous une Amélie qui donne trop, ou un Louis qui choisit d'être un médiateur et d'éviter, ou quelqu'un qui a l'habitude de recevoir mais oublie de remercier? S'il y a une chose que je veux transmettre, c'est que l'amour ne signifie pas endurer sans condition, et que la famille n'est pas un endroit où une personne porte le fardeau pendant que les autres ne font que regarder. Tout ne sera durable que s'il y a un équilibre, du respect et des limites claires. Et pour vous, si un jour vous vous retrouvez dans une situation comme celle d'Amélie, choisirez-vous de continuer à endurer ou d'arrêter au bon moment?